Bonjour le Bénin, bienvenue si vous venez à l'instant de nous rejoindre. Depuis l'aube de samedi où la révision constitutionnelle du Bénin est désormais actée, en attendant naturellement sa promulgation, eh bien les réactions fusent de toutes parts. Analyses partisanes, lectures techniques, commentaires politologiques comme juridiques, le pays bruisse de débats et d'interprétations. Dans ce tumulte d'idées, nous recevons aujourd'hui un intellectuel qui porte une double casquette singulière, celle du religieux et du philosophe. Le père Arnaud-Éric Adguénounon, prêtre, philosophe politique, écrivain, essayiste, c'est une voix qui compte dans la réflexion sociale et éthique, nommé en 2022 directeur de l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau. Il est l'auteur de plusieurs essais majeurs, La soif du pouvoir, La frénésie du messianisme, Le pouvoir du déni paru en 2024, ainsi qu'un ouvrage récent consacré aux tensions entre démocratie et bureaucratie. Nous recevons donc un homme qui conjugue vocation spirituelle et engagement intellectuel. Bonjour et bienvenue, Père Arnaud-Éric Adguénounon. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de BLB. Bonjour le Bénin pour avoir votre lecture sur la révision constitutionnelle intervenue dans notre pays. C'était donc dans la nuit de vendredi à samedi dernier, pour ne pas dire le samedi à l'aube. Une constitution, mon père, j'ai envie de dire, est souvent présentée comme un organisme vivant appelé à évoluer dans la société qui l'encadre. Est-ce que vous allez dire que cette révision s'inscrit dans une logique normale d'adaptation aux réalités politiques, sociales et culturelles du moment? D'entrée, vous me permettez de vous remercier pour la présentation. Je ne m'attendais pas à une telle présentation. Vous me présentez de façon réelle, vous ne m'avez pas invité en tant que... Bon, voilà. Donc, et je pense qu'une constitution est un bien commun. Une constitution, c'est vrai, c'est un organe, mais un organe rattaché à la conception de la nation, le concept nation. Il y a une trilogie État, pays, nation. Mais très souvent, nous n'allons pas vers le troisième niveau de la réalité socio-politique d'un pays qui concerne la nation tout entière, le peuple. On est plutôt au strate de le pays, de l'État. Et on a des États en Afrique qui sont des États très forts, surpuissants. Et c'est ce qu'on remarque dans cette révision constitutionnelle. D'entrée, vous avez dit que le débat est maintenant, mais le débat devait être bien avant. Il n'y a pas eu de débat. Et il y a eu seulement un vote fait nuitamment. Et j'ai l'impression que c'est un braquage. Alors, on va plutôt aller, si vous permettez, sur des thèmes qui seront accessibles à tous. Quand on parle de braquage, quand on sait quand même que cette constitution a quand même été adoptée au 4/5e donc des parlementaires, notamment 90 députés sur 109, avec des députés qui sont à coloration de gauche, notamment d'opposition, qui ont rejoint la majorité présidentielle. On a un droit quand même de dire qu'il y a une forme de consensus presque naturel autour du projet, autour de la proposition de loi. Non, ne fuyez pas ce concept. Et il y a un film qu'on appelle Braquage à l'anglaise. Et une ville qui avait une belle banque et qui recueillait tous les avoirs de l'élite, des hommes d'affaires, des industriels. Et un matin, tout le monde se lève et voit que on a volé quelque chose dans cette banque-là, qui est une banque majestueuse. Donc, c'est le sentiment que j'ai. Et nous confondons très souvent légalité et légitimité. Et quand on est élu, on pense que, bon, on est légalement élu et tout le reste doit aller sur, un peu comme sur une autoroute. Mais moi, je pense qu'il faudrait chaque fois qu'on pose un acte politique,
à l'Assemblée se dit quelle est la légitimité de cet acte-là. Le nombre ne suffit pas. Cette révision constitutionnelle... Mais le nombre est prévu par la loi. Oui, oui. La loi estime qu'une révision constitutionnelle trouve sa légitimité dans le nombre de députés qui l'adoptent, notamment les 4/5 du Parlement. Je ne pense pas que la légitimité soit enfermée dans l'esprit ou dans l'écriture de la loi. La légitimité, c'est par rapport à un peuple. Le peuple est souverain. Le peuple a des attentes. Le peuple a un esprit. Et le peuple vit dans un contexte donné. Aujourd'hui, les défis majeurs du peuple sont les défis de la faim, les défis du panier de la ménagère, les défis de justice, les défis de paix. Est-ce que ce n'est pas un défi de tous, des défis de tous les jours? Mais si... Révision ou pas révision, ce sont des défis qui restent ou qui resteront. Non, ne posez pas la question de cette manière. Si vous posez la question de cette manière, vous donnez raison à 109 personnes alors qu'on est plus de 14 millions. Non. Mais qu'auriez-vous souhaité? La révision, pour moi, elle n'est pas opportune. Elle n'est pas opportune parce que le contexte et le timing constituent un contexte préélectoral. Et puis, des candidats ont déposé leur dossier pour un mandat de 5 ans, n'est-ce pas? Ensuite, maintenant, on passe à 7. Est-ce que le peuple a été consulté? Le peuple n'a pas été consulté. Les parlementaires, les députés, c'est l'émanation du peuple. Voilà. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Vous avez vu au Gabon, il y a eu un référendum, n'est-ce pas? De plus en plus, la démocratie devient un système où il faut retourner au peuple à chaque fois. C'est un système qui est le moins de mal, hein, mais quelquefois la démocratie peut friser la dictature ou la démocraticide. Un peu comme si on tue le peuple, on tue la volonté du peuple, on tue ses aspirations. Et je crois qu'il ne faut pas prendre des décisions à la place du peuple. Il faut laisser le peuple s'exprimer, aller à la base, le rencontrer et dire ce qu'il veut. Donc, selon vous, il ne faut pas juste limiter le débat à la classe politique alors que la Constitution, en fait, appartient au peuple. Ça, c'est l'une des faiblesses de la démocratie. Plusieurs philosophes, comme Claude Lefort, mon maître à penser, trouvent que l'une des faiblesses de la démocratie, c'est que quand il y a élection et il y a un parlement, ce parlement est une oligarchie. Ce parlement est une oligarchie parce que c'est les plus riches, parfois, ou les lettrés ou demi-lettrés qui se réunissent et qui pensent qu'ils ont le monopole de la vérité. Ils ont été consacrés par le Père, en allant solliciter leur mandat, en battant campagne sur des idées, bien souvent ou parfois. Depuis 2016, on n'a plus des élections correctes chez nous. On n'a plus Qu'est-ce qui vous fait avancer? On n'a plus des élections qui sont de vraies compétitions, qui sont de vrais débats. Quels sont les indicateurs? Lorsque j'étais enfant, dans notre quartier, à Papa là-bas, on voit tous les partis passer. Tous les partis. Et ils prennent le temps d'échanger avec nous. Ils prennent le temps de rencontrer tout le monde. Et c'est toute l'année. C'est toute l'année. C'est ça le débat. C'est ça la discussion. Mais quand on veut aller trop vite et très vite, le peuple devient indécis. Le peuple devient froid. Et le peuple devient spectateur. Un spectateur froid et amer et aigri. Alors, Père Aguénono, les promoteurs de la réforme constitutionnelle expliquent que les institutions doivent évoluer pour rester efficaces et pertinentes. En tant que philosophe, est-ce que vous pensez qu'une constitution doit être avant tout stable et protectrice ou elle doit être souple et évolutive? Non, une constitution doit être solide. C'est un bien commun. C'est en fait l'âme d'un peuple. Une constitution ne peut pas être triturée comme dans un bloc opératoire.
Et, mais ce n'est pas ce qui est fait. Et notamment encore. Je ne comprends pas pourquoi c'est la nuit. On peut faire ça. On va restituer les faits. On peut faire ça en plein jour. Si vous permettez, on va restituer les faits. Quand vous parlez de chaque fois, c'est la nuit. Alors, quand vous parlez de nuitamment, on va restituer les faits. Quand ils se sont retrouvés au Parlement vendredi dernier pour la révision de la Constitution, quand le test a été accepté pour être étudié, le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéono-Vlavono, a demandé que les parlementaires se retrouvent lundi pour évidemment continuer les débats et passer au vote. Et une partie des députés, notamment de l'opposition, ont tempêté, ont dit évidemment qu'on en finisse une fois pour de bon. Leur vœu a été souhaité. Donc ce n'est pas un dictat d'une majorité, peut-être sur une minorité, pour imposer une révision constitutionnelle nuitamment. C'est pour restituer les faits. Quand je parle de nuitamment, je n'indexe personne, mais j'indexe la conscience humaine, la conscience politique et la raison. Vous savez, l'humain a 3 entités intellectuelles. La raison, l'intelligence et la conscience. Quand on a ces facultés-là qui sont en alerte et qui marchent, je ne pense pas qu'on va vouloir être un obtambule pour des cas d'espèce. Alors, évidemment, que ce soit en pleine journée ou dans la nuit, l'essentiel quand même n'est-il pas, évidemment... Qu'est-ce que vous ressentez si un matin, vous vous levez, on vous dit « Ah, votre constitution a été révisée ». Alors, c'est pas beau à entendre. Hein. La Constitution a été révisée. Et c'est pas élégant. D'accord. Alors, est-ce qu'on cherche l'élégance ou on cherche l'efficience? On cherche, on va dire, à faire avancer la société. Faire avancer une société, c'est une rengaine qui nous éloigne de l'humain, qui nous éloigne de la dignité et qui nous éloigne parfois de la vérité. C'est-à-dire que atteindre un but, quel que soit le moyen, c'est très dangereux. C'est comme une voiture qui est sur l'autoroute et qui n'a plus de frein. Attention à ce mode de gouvernance qui est un peu partout en Afrique aujourd'hui. Et on pense qu'aller vite, c'est le meilleur moyen de faire les choses. Il faut faire les choses méthodiquement, soigneusement, en prenant le temps d'écouter les uns et les autres, mais en évitant surtout de faire des choses en cachette et de vouloir surprendre le peuple. Ça veut dire qu'on n'est pas convaincu de ce qu'on fait. Et ça veut dire qu'on ne veut pas être surpris par le peuple, alors qu'on vit dans le peuple, on vit de lui et on n'est pas si différent de lui. Alors aujourd'hui, avec... Oui, vous aviez tantôt parlé du référendum et vous souhaitiez franchement que ça se fasse par référendum, mais avec les expériences passées en Côte d'Ivoire, par exemple, on a vu que ça a été fait par référendum, mais aujourd'hui, le peuple, en quelque sorte, se rebelle contre sa propre décision. Le vin est tiré, selon moi, maintenant, en attente d'un contrôle constitutionnel et ensuite promulgation par le président de la République. Quel est le rôle que les leaders politiques, sinon les leaders, je dirais précisément de la société civile, doivent jouer aujourd'hui en tant qu'artisans de paix? Écoutez, on ne peut pas bâtir la paix sur l'injustice, sur l'amertume, sur l'aigreur et la haine. Il y a de plus en plus la haine pour l'élite de ce pays. Portée par qui? Portée dans le peuple. Je suis homme du peuple. Quel est l'indicateur? Y a-t-il des études scientifiques sur lesquelles vous vous basez pour faire cette affirmation? Non, engagez un cabinet qui va vous faire ce travail-là. Si vous avancez de tels propos, j'imagine que cela comme ferment, comme soubassement, évidemment, une étude scientifique derrière. Je vais vous le dire. L'Église a 10 diocèses. Dans chaque diocèse, il y a plusieurs paroisses. Il y a des communautés secondaires. Nous sommes fondés pour dire ce que nous disons. Nous sommes dans le peuple, nous sommes issus du peuple, nous sommes au quotidien proches du peuple. Et vous savez, quand on réunit que
les leaders à la base et on les écoute, c'est pas pareil. Quand on va dans les maisons, à l'intérieur des communautés et qu'on les écoute. La question est que il faut instaurer un dialogue permanent, une réflexion permanente. Notre réflexion ne peut pas remettre en cause ce qui est fait. Mais au moins, la réflexion permet aux langues de s'exprimer, au cœur de parler et aux intelligences de tisser un sillon de réflexion ensemble. De plus en plus, il n'y a plus de réflexion. Il n'y a plus de dialogue. J'ai été surpris d'être invité ici ce matin. Pourquoi? Ce n'est pas une première fois. Ce n'est pas une première fois de la matinale. Vous pouvez opiner sur n'importe quel sujet. Sur le plateau de Béné TV. Oui. Je pense que vous faites grâce à l'habit que je porte. Pas du tout. Pas du tout. À votre place, plusieurs sensibilités politiques sont venues sur le plateau. Du moins, ne serait-ce que de BLB, de Bonjour le Bénin, venus apporter leur lecture de la situation politique. Je veux dire que depuis 2016, beaucoup de leaders de parole, leaders d'opinion, beaucoup de seniors, beaucoup d'intellectuels ne s'expriment plus. Parce qu'à l'évidence, quand vous exprimez, c'est soit un redressement, soit on gèle vos avoirs, soit vous retournez en prison. Vous êtes en train de porter des jugements de valeur qui ne sont pas fondés sur des faits. Mon père, vous permettez, et j'ai bien envie de savoir, est-ce que vous pouvez donner un exemple d'un citoyen qui a été redressé fiscalement juste un an, qui a été redressé fiscalement juste pour ses avis? C'est ça. Parce que ce sont des propos qu'on entend bien souvent. Dans la rue, en fait. Je ne vais pas parler de rue pour être quand même très poli. Ce sont des propos qu'on entend bien souvent, mais on n'arrive pas vraiment à aller sur du factuel. Je vais vous répondre sincèrement. Moi, je suis prêtre. J'écoute tout le monde, dans toutes les sphères. Pas d'essence, je ne peux pas dire le nom de ces gens-là. La parole humaine n'est pas évangile. Ils sont passés par vous, ils sont venus se faire confesser en quelque sorte. Non, ce ne sont pas des confessions. Et alors? Ce sont des échanges. Et les faits sont là. Et les faits sont têtus. Les faits sont devant nous. Alors, on préfère, si vous permettez, on préfère aller sur des faits cartésiens. On préfère aller sur du factuel, sur du concret, plutôt que ce qu'on pourrait qualifier d'affabulation. Alors, on revient à la question, qui nous réunit ce matin, qui est donc la révision constitutionnelle. Aujourd'hui, on a 15 articles nouveaux, 18 articles modifiés. Et le texte vise, selon évidemment ceux qui ont initié la réforme, à renforcer la stabilité, la transparence, l'efficacité institutionnelle et la vitalité démocratique du Bénin. Vu comme ça, on peut quand même leur prêter une once de bonne foi. Tout ça n'était pas fait avant? On parle de renforcer, c'est-à-dire il y en avait, mais qu'il faut renforcer. Le Sénégal avait un Sénat et quand Macky Sall est venu, il a demandé à fermer ce Sénat et prendre ses ressources pour faire autre chose. Et les institutions sont budgétivores et depuis quelque temps, les salaires politiques sont très onéreux. Très onéreux. Et donc, au vu de cela, et à mon humble avis, les institutions doivent davantage s'impliquer pour le relèvement du peuple. Il y a un travail, certes, qui se fait au plan des infrastructures, mais le travail sur l'humain, je ne sais pas si il est bien réussi. Et je ne pense pas que c'est en mettant en place un Sénat, bon, ce format-là, on vous appelez Sénat, moi je n'appelle pas Sénat. Intellectuellement et conceptuellement, un Sénat est un organe électif
Maintenant, quand on nomme des gens comme ça, on pouvait donner un autre nom. À la vérité, c'est cela. Les peuples adaptent la démocratie à leur réalité, à leurs besoins. Les personnes les plus éclairées, soi-disant, qui défendent cela au Bénin, ils iront sur le plan international et ils ne vont pas défendre ça. Ils iront là où il y a les vrais standards, ils ne défendront pas ça. Alors, est-on obligé, justement, parce que la question, on l'entend beaucoup dans l'opinion, on va dire, ce format adopté dans la nouvelle constitution n'est pas forcément un format standard qu'on peut voir dans d'autres grandes démocraties, on va dire, mais est-ce que les peuples aussi ne sont pas appelés à adapter les institutions à leur réalité, à leurs besoins? On peut adapter une institution à sa réalité, mais attention à donner un nom qui soit un nom tendancieux ou un nom qui soit tout simplement inadapté, inapproprié et qui soit un nom qui porte un masque. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que le diagnostic est important à souligner. Les anciens chefs d'État en Afrique ont besoin d'avoir une retraite dorée. Si Paul Biya avait un Sénat où il pouvait régner jusqu'à 100 ans, je crois qu'il laisserait peut-être le pouvoir. Donc, il y a un besoin. On sait Il y a un besoin de... Il y a un besoin de recaser les anciens. Que ce soit sous les tropiques ou ailleurs dans le monde, on a d'ailleurs vu le débat en France où on sait ce que gagnent, par exemple, des ministres qui ne sont plus en fonction, même des anciens présidents de la République. Donc, ici ou ailleurs, un président retraité ou un ancien président d'institution retraité continue quand même d'avoir une vie plus ou moins stable, plus ou moins paisible, il bénéficie d'avantages où il n'a pas forcément besoin d'être casé dans un Sénat avant d'avoir une forme de satisfaction sociale. Je ne sais pas si vous écoutez en France le débat. Bien sûr. Et en France, le débat, c'est qu'il faut réduire le train de l'État. Il faut... des gens ont été ministres tel nombre de temps, ainsi de suite. Et ça pose le problème de la réduction du train de l'État. D'accord. Maintenant, ici chez nous, il n'y a pas de la transparence pour savoir ce que gagne telle ou telle personne. Il y a une pudeur par rapport à ce qui est gagné. Et il faut vraiment une transparence. Oui, il faut vraiment de la vérité. Est-ce que les fidèles savent ce que gagnent les prêtres? On est tenté aussi de dire. Le prêtre ne gagne pas grand-chose. Répondez au moins, vous gagnez combien à peu près? Est-ce que le prêtre a un salaire? Comme on est en train de parler de transparence. Mais dans l'archidiocèse de Cotonou, un prêtre est autour de 100 000 francs. D'accord. Très bien. Voilà. Alors, est-ce que... Dans d'autres diocèses, ils n'ont même rien. Les diocèses du Septentrion, ils n'ont rien. Pour finir, est-ce que le clergé, évidemment, vous n'êtes pas là aujourd'hui pour représenter le clergé, mais comme on vous a, évidemment, pourquoi ne pas poser la question? Est-ce que le clergé a une position officielle sur la question d'adhésion de la Constitution au Bénin? Je crois que à la dernière session épiscopale, en octobre dernier, les évêques ont exhorté à la paix, aux élections transparentes, inclusives. C'est la dernière nouvelle que j'ai. D'accord, très bien. C'est le bon message à passer normalement. Pardon? Les élections transparentes. Apaisées, libres. Apaisées. Quand vous êtes dans une société comme la nôtre aujourd'hui, et quand l'Église, elle est silencieuse, elle observe, ça ne veut pas dire qu'elle pense moins. Mieux. Père Arnaud, Éric... Moi, j'ai une question. En fait, je vous ai suivi de bout en bout. C'est comme si vous êtes en train de dire, comme certains, que depuis la conférence nationale des forces vives de la nation, avec la constitution qu'on a, il n'y a plus rien à changer. Que la constitution est sacrée, il n'y a pas à changer. Il y a une forme de fétichisme. Oui, une virgule de la constitution. Je n'ai pas dit ça. Bon. Je me suis inscrit dans la modalité, dans la méthode, oui, dans la profondeur, la pertinence et l'exigence d'un dialogue constructif qu'il faut faire en plein jour.
D'accord. Parfait. Oui, plein jour. Vous y revenez. Merci Patrick, le temps est complètement parti alors qu'il y a d'autres rubriques derrière. Merci beaucoup vraiment Père Arnaud, Eric Aguenounon d'être passé sur la matinale BLB Bonjour le Bénin pour donner votre lecture philosophique et bien sûr de cette révision constitutionnelle intervenue au Bénin. Je rappelle donc que vous êtes le directeur de l'Institut des artisans de justice et de paix Chant d'Oiseau. Vous êtes donc auteur de plusieurs essais majeurs, notamment La soif de pouvoir, La frénésie du messianisme, Le pouvoir du déni, paru en 2024, et un ouvrage récent consacré aux tensions entre démocratie et bureaucratie. Vous êtes appuyé justement sur votre maître à penser, comme vous le dites, Lefort et Max Weber, qu'on connaît tous. Merci d'être passé sur BLB. Vous passez une excellente journée du mardi. Merci à très bientôt. beaucoup à vous.